Ouais mec, boost ta Rex. Non mais t'es complètement perché là. Ouais, j'ai vu que t'avais essayé de m'appeler. T'es fuyant toi. Désolé, j'aime pas le téléphone. Pourquoi tu me regardes jamais dans les Tu yeux? sais, je sais pas dire ce que je ressens. Tu fais quoi là? Je pige un peu couille aux implicites. Arrête de prendre les gens de haut. C'est comme un bouleversement. Non, c'est à Fabrice que je veux parler. Une gamme d'embrouille qui me tech en fist. Bah, vas-y raconte. Me demande pas comment ça roule, y'a trop d'images qui me tu sais, je suis de la foule, j'ai pas trop le sens de la fête, je m'active en mode je suis cool, fucking insertion qui me guette, mais je peux pas envoyer boule, le miroir aux alouettes dans lequel je m'installe, lorsque je te dis je vais bien, je pourrais très bien d'étaler, fuir ce bruit qui vient de loin, je pose un stop au carnaval, quand je me grime en mode pantin, je bute des bouts ta balle, sur le détail, number 1, moi. J'étais pas jaune, je partirais en cacahuète. Tu piches que dalle, attends, je te file la recette. Dans ma tête, un répertoire, un long couloir de procédure. Je mentalise en algorithme, c'est ainsi que je me file sécure. Mon reflet dans ton miroir, une calache en pleine figure. Moi, teste de me caler sur ton rythme pour pas subir de morsures. Parfois, ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Parfois, ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Parfois ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Je fais de la forme en mode artiste, mais dans le fond je suis autiste. Comme un puzzle qui part en vrille, je suis tributaire d'un engrenage. Je me fais souvent de la bile, y a des trucs qui me mettent en rage. J'ai pas que le côté pile, moi souvent été trop sage. Y a des démons que je dois quitter percher au dernier étage. Pas con, j'ai peur évidemment te payer une de big tête. Je tourne au ralenti à la manière d'une vieille mixtape. Help me, à me renouvelle si je croise quelques mistakes. Au mieux, il me faut filer en scred sur la pointe des yeux. Je kiffe l'immutabilité, le silence d'un instant fixe. C'est pas que je sois rigide, je me rassure sur mes ancrages. Parfois en ça part en risque comme le radeau qui voudrait aller plus vite en plein naufrage. Je me loge dans le QG rassurant d'une métaphore en surdose. Je compose avec les rôles qu'impose ma demeure empruntée. Je pousse le vice créa là où je suis plus fort. Mustafa Faber fucking reflet du moi socialisé. Pour ne pas noyer dans le flot du flip, je fixe, je break la piste. Je me coupe du monde comme la descente d'une tampon zip. Pour comme sans malaisance, je déclenche, j'active la liste. Comme l'ultime recours pour pas faire absentéiste. Tu sais que j'ai ma manière à moi d'être empathique. Émotion antipôle en équilibre, c'est plus pratique. Le plus c'est le moins, moi je trouve ça logique. Naïf et sensible, je t'assure, j'ai pas de tactique. Parfois ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Parfois ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Parfois ma forme touche le fond, et le fond me paraît bien difforme. Je fais de la forme en mode artiste, mais dans le fond je suis autiste. On les appelle des Asperger. Les Asperger sont des individus qu'on trouve souvent déconcertants, excentriques. On les appelle des Asperger. Donc des individus souvent hors normes, passionnés sur des sujets pointus. Ils ont du mal dans la communication sociale, c'est-à-dire qu'ils perçoivent mal les messages, les émotions, les sentiments que leur interlocuteur leur envoie, et réciproquement. C'est ça leur problème majeur. On les appelle des Asperger. Tout ce qui va être trouble de la communication sociale, avec cette difficulté de s'ajuster à son interlocuteur. On les appelle des Asperger. Sur la même longueur d'onde. Bonjour et bienvenue à la seconde émission de Sur la même longueur d'onde. Émission animée par le groupe d'entraide mutuelle TSA, donc autisme en fait de Poitiers, animée par des personnes concernées par l'autisme qui sont soit en questionnement, soit qui ont un diagnostic d'autisme. Ici, le GEM TSA, c'est un lieu où c'est une association qui est gérée par les adhérents pour de l'autodétermination. On fait beaucoup de groupes de parole, plein de projets communs, et donc parmi ces projets, il y a l'animation de cette émission de radio pour pouvoir s'exprimer, partager les passions, sensibiliser à l'autisme et aussi bien se marrer tous ensemble. Merci à Style FM, encore une fois, pour cette deuxième émission et pour le reste de l'année, de nous laisser cette opportunité de nous exprimer. Quelle chance de pouvoir le faire et d'en avoir les moyens. Nous nous sentons soutenus par Style FM et ce sera à nous tous de soutenir les radios locales pour assurer leur pérennité et qualité d'accueil que nous avons eue.
car nous venons d'apprendre que des coups de rabot sont prévus dans les budgets alloués aux radios locales par le gouvernement. Donc, encore merci à Style FM et à toutes les radios locales de faire un travail formidable pour les pluralités d'expression telles que notre émission. Style FM, la radio conviviale et pas banale. C'est un régal. c'est pour ça qu'on l'aime. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux autour de la table pour animer l'émission. Et pour commencer notre couteau suisse à bretelles, Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour, merci pour m'accueillir encore sur cette deuxième émission. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu as prévu pour l'émission ? Donc nous retrouverons la rubrique avec la question des auditeurs que je présenterai comme la première émission. Super. Ensuite, nous avons notre colibri à plusieurs plumes, étant donné qu'il a différents talents pour l'écriture, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous, amis de Radio Style FM. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission. Très heureux d'être de nouveau avec vous sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, Jérôme, on profitera d'une partie de ta plume puisque tu nous fais part pour la première fois de... comment on appelle ça, du feuilleton. Voilà, nous vous réservons une petite surprise en plus de vos rubriques habituelles que vous allez commencer à connaître par cœur bientôt. Donc une petite surprise et je laisse le soin à Manu de nous présenter tout ça. Ouais. Bonne émission à tous. Ouais, merci Jérôme. Ensuite, la personne qui, comme la maman de Booba, veille au bien-être des adhérents du GEM, c'est Amandine. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous accueillir encore une fois à Style FM sur notre émission de radio. Et on a hâte de pouvoir continuer avec vous. Ok. Ensuite, notre apprenti bricoleur qui ne va bientôt plus avoir de temps tellement il sera sollicité pour aménager les habitations, c'est Ibrahima. Bonjour à tous, bienvenue à Style FM. Je suis content d'être à l'émission. Et donc, je vais vous présenter ma nouvelle rubrique, l'éphéméride de l'histoire, sur les jours de la semaine en histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre, donc je vais vous présenter les grands événements qui se sont déroulés un 25 octobre dans l'histoire de France, ou ailleurs, comme vous l'entendez. Je vous remercie, c'est Ibrahima, Monsieur Ibrahima pour les intimes. Waouh, quelle présentation. Aujourd'hui, Romain à la technique. Qu'est-ce que j'ai écrit déjà ? Alors, technique. Ah oui, technicien tellement bon, où la douceur de ses interactions avec notre console son améliore la qualité du son. Bonjour à tous. Il a pété un boulon. Pour finir, et on dit qu'on garde le meilleur pour la fin, mais aujourd'hui, ce sera la meilleure, c'est Aurélie. Oui, c'est moi. Bonjour, je ne me présente plus, puisque je suis très très connue au niveau local. Ah oui, présidente du monde, c'est moi. Oui. Salut. Ok, et donc pour débuter, Aurélie, tu vas animer la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Oui, donc cette table ovale, toujours la même chose, c'est que la table ronde, c'est un concept qui était déjà pris. Et on s'était dit, pourquoi ne pas aborder un sujet qui est quand même essentiel et central dans l'autisme, qui est donc les aspects sensoriels ou la sensorialité comme on l'entend habituellement. Et en gros, nous, humains, je vais vous expliquer. Nous avons plusieurs sens. Jusque-là, on est d'accord. Et il est habituel que nous parlions des 5 sens connus. Je les répertorie quand même. Vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Normalement, on est tous d'accord. Mais on ne pense pas assez aux 4 autres sens qui, normalement, font consensus dans le domaine scientifique, qui sont, attention, on prend des notes, la proprioception. Là, c'est la perception de notre corps dans l'espace. Le système vestibulaire, là, c'est pas quand on s'habille, rien à voir, c'est la perception du mouvement et de l'équilibre. La thermoception, je vous laisse deviner 2 secondes, non, ça va, je vous le dis, c'est la perception des températures et de leur changement, et on n'oublie pas la nociception, qui est la perception de la douleur. Et j'espère que ça a été assez bien dit, sinon vous réécouterez en podcast. Et donc c'est bien de la perception dont on parle lorsqu'on évoque les aspects sensoriels dans l'autisme.
Pour résumer ce que c'est, ce terme de perception, c'est le traitement de l'information sensorielle par le cerveau. Et puisque l'autisme est un fonctionnement cérébral différent, mais tout à fait formidable, il y a de grandes différences dans la perception et le traitement de ces informations sensorielles dans le cerveau des personnes autistes. Là, je vais vous dire un truc un petit peu carré, mais c'est toujours intéressant de le savoir. L'autisme est défini par le DSM-5, le petit livret qui répertorie les troubles en gros, par 2 critères donc généraux. On a les déficits de la communication et des interactions sociales, le caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et ou des activités. Ce deuxième critère implique des particularités sensorielles, comme une hyper, quand c'est beaucoup trop, ou hypo, pas assez. Donc hyper ou hypoactivité aux stimuli sensoriels, voire un intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels dans l'environnement. Du coup, ce qu'on va faire là, dans cette table ovale, c'est qu'on va donner des exemples concrets. Et donc, quoi de mieux que nous, personnes autistes, autour de cette table, vous parlions de ce que nous vivons. Et je vais répéter un petit peu les prénoms au cas où. Autour de cette table, on a donc Ibrahima, Corentin, Jérôme et moi-même. Et donc, nous allons nous faire un plaisir d'échanger sur ce sujet, si ça vous va. Oui, tout à fait. Il y avait intérêt. Tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. On essaie de ne pas se couper la parole, mais je pose une question un peu générale volontairement. Est-ce que vous arriveriez à nous décrire ou nous lister quelles sont vos particularités sensorielles ? Je trouve qu'il est intéressant d'insister sur cette notion de hyper et hypo, parce que en général, les gens ont tendance à penser qu'on est tous dans des hypersensibilités cognitives, mais il ne faut pas oublier l'hyposensibilité. Par exemple, moi, je suis, comme la plupart d'entre nous, c'est un grand classique, très, très sensible au bruit. Par contre, pour ce qui est de l'olfactif, j'ai beaucoup de mal. Souvent, on me dit oh, ça sent bizarre ici. Franchement, moi, je n'ai aucune perception de cette... à moins d'avoir un bouc qui a vomi dans la salle. Mais ce qui peut arriver, hein, on ne sait jamais. Le risque zéro n'existe pas. Un exemple bien précis. Voilà, donc l'hypo est très importante, autant que l'hyper, je pense. Je trouve ça très intéressant que tu évoques ce sujet-là, parce que je me permets d'intervenir parce que, je le répète ou je l'indique aux personnes qui ne connaissent pas, nous pouvons être hyper et hypo sur un même sens. On ne dirait pas comme ça, je suis concernée par ça. Par exemple, on t'a déjà parlé du bruit, mais je supporte très mal le toucher qui est trop doux. Insistant au même endroit, ça me cause une sensation de brûlure et je préfère un toucher qui soit profond et durable. Sans aucun sous-entendu, bien évidemment. J'ai une expérience un peu similaire à ce que tu racontes, Aurélie, avec l'hypersensibilité qui peut se caractériser par le fait de ne pas aimer être touché ou être en proximité avec quelqu'un. Mais à l'inverse, beaucoup aimer, par exemple, être stimulé avec des objets sensoriels, des fidget toys, comme on peut appeler ça dans... J'appelle pas ça comme ça. Ah, t'appelles ça comment? T'as pas de nom particulier. Mais chez moi, par exemple, ou même quand je suis en extérieur, pour me rassurer, j'ai toujours des objets qui me permettent une fois trifouillé, qui me permettraient de pouvoir me détendre ou de mieux appréhender mon environnement, quoi. En études, par exemple, ça me servait beaucoup pendant les cours qui étaient plus ou moins stressants. Avoir une petite balle ou quelque chose avec une texture agréable, ça me permettait de mieux me concentrer, de mieux me recentrer sur la situation que je traverse. Toujours dans une recherche de rassurance, en fait, pour la plupart du temps, ces gestes ou ces habitudes rituelles sont en fait une recherche de rassurance et de sécurité. Et peut-être de stabilité, quelque part aussi, dans un environnement qui en général peut être considéré comme chaotique, avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de stimuli sensoriels, puisque c'est ce dont on parle. Et effectivement, je sais que pour ma part, je n'ai pas vraiment besoin d'être rassurée, mais j'ai besoin d'équilibre, en fait. Et de pouvoir adapter des choses à mes particularités sensorielles me permet de garder cet équilibre-là. Puisqu'il y a des choses dans l'environnement qu'on ne contrôle pas. Par exemple, effectivement, toi tu disais tu es hypo au niveau de l'odorat. Si ça brûle et que tu ne le sens pas, c'est dangereux. Absolument. Et à l'inverse, un son qui apparaît complètement banal pour la plupart des gens peut être insupportable pour des personnes hyper. Ouais.
Une anecdote, moi je ne suis pas concerné par l'autisme, mais ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des personnes autistes, et avant j'étais donc avec des enfants. Et on a un jeune qui ne supportait pas les étiquettes de t-shirt en fait dans le dos. Il fallait absolument les découper. Et lui, il est non-verbal. Alors il a accès à quelques mots, mais en tout cas, il n'était pas en capacité d'exprimer concrètement qu'il voulait pas ça. Et donc ça passait par des hurlements. Et des fois, c'était très complexe en fait de savoir d'où ça venait. Donc ceci avait été identifié, et ce même jeune a pu se blesser, en fait, s'est cassé le bras dans la piscine, et il s'est relevé sur le bord de la piscine en s'appuyant sur son bras cassé. Et donc voilà, son système de gestion de douleur, en fait, il est complètement désordonné, parce qu'à la fois, il peut s'appuyer sur un bras cassé et ne pas exprimer de douleur. Alors peut-être qu'il en avait, mais qu'il ne l'exprimait pas aussi, je ne sais pas. Et en même temps, voilà, des petits détails, comme tu pouvais dire, des petits frottements à un endroit ou quoi, peut être pour lui complètement impossible, quoi. Mais pour ceux qui ont des cheveux, du coup, moi. C'est que vous les voyez pas, hein, mais non, c'est que par exemple, si je suis déjà extrêmement fatiguée, notamment à la fin d'une grosse journée où il y a eu beaucoup de social, si je sens un de mes cheveux dans mon dos, par exemple, mais alors ça me rend dingue. Je ne supporte plus rien. J'aurais envie d'enlever ma propre peau pour ne plus rien ressentir, tellement c'est envahissant. Donc comme quoi, on est un petit peu bizarre, mais ça s'explique. Est-ce que, Ibrahima, tu as envie de parler d'une sensibilité particulière que tu as ? Oui, je rejoins ce que dit Jérôme. Moi, ça serait le bruit. Vraiment, le bruit, et à l'heure actuelle, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Le moindre bruit, bruit des portes qui claquent, surtout le bruit des voitures. Le bruit des voitures qui là où j'habite... J'ai la chance d'habiter à la maison Relais à Saint-Éloi, c'est plutôt calme. On m'a fait comprendre, Brahima, si tu habiterais à la ZUP, si tu habiterais à Paris, dans les grandes villes, tu deviendrais fou. Ouais. Tu deviendrais fou. Et ces voitures-là, hier ou avant-hier, j'étais en colère. Très en colère parce que elles font si vite, et je l'ai pris pour moi, quoi. Je pense à quelque chose. J'ai l'impression, quand je pense à quelque chose, en bien ou en mal, ça les énerve et elles roulent vite. Je sais que c'est bête, c'est faux, mais je crois que c'est ça, quoi. Je crois que c'est ça, et ça m'a vraiment... Alors quand je suis content, c'est encore plus fort, et quand je suis pas content, quand je suis triste, quand je pense mal, je sais pas, c'est encore plus envahissant, et des fois je me dis, est-ce que ce sont mes pensées que les gens, je sais qu'on ne peut pas deviner les pensées des gens, mais j'ai l'impression que les gens devinent une pensée, ou que je veux leur faire comprendre qu'ils devinent mes pensées. Et c'est ça qui les gêne. Je ne sais pas expliquer ça. Des émotions. Et depuis toujours, c'était comme ça, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, je rêve d'aller au désert, parce que il y a des gens dans le désert. Il y a des bédouins, il y a des scorpions, des cobras. On va enchaîner bientôt sur une autre question, Ibrahima. Donc, va à l'essentiel. Oui, voilà, c'est pour vous dire, j'ai envie de me trouver dans l'isolé, pour pouvoir lâcher tout ce que je ressens. Te protéger. Le bien, le mal, tout ce que j'accumule toujours. Et là, je me sentirais mieux. Super. Je me permets, j'avais une autre question qui est d'ordre pratico-pratique, et en même temps ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître et d'échanger des trucs et astuces, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez des stratégies, quelles qu'elles soient, sous forme de pensée, d'objets ou peu importe, des stratégies que vous avez mises en place et qui vous sont personnelles, et pour que ça soit plus confortable pour vous de vivre vos particularités? Alors moi j'ai une petite astuce effectivement que j'aimerais partager. On parlait d'hypersensorialité acoustique. Je fais partie aussi des personnes qui ressentent un peu cette difficulté-là. Dans un cas pratique, faire ses courses par exemple, c'est extrêmement difficile avec le stimuli, avec les jingles qui peuvent être lancés par le magasin ou simplement la foule environnante. C'est quelque chose de complexe à gérer. Il y a des horaires aménagés pour les personnes très sensibles au bruit. Par exemple, le lundi soir, je sais, au Leclerc, ils aménagent des plages horaires où il n'y a pas de musique, les lumières sont un peu plus basses pour ceux qui ont des difficultés aussi avec la luminosité. Après, il y a des gadgets aussi qui existent, des casques pour le bruit que j'utilise par exemple chez moi quand on doit passer l'aspirateur ou simplement des bouchons de réduction de bruit quand
on est au milieu d'une foule bruyante, des choses comme ça. Je me permets, on est au-delà du gadget. Ça sauve la vie de certaines personnes autistes. Carrément, oui. Enfin, ça fait cher le gadget. Gadget révolutionnaire. Personnellement, je suis un autiste diagnostiqué sur le tard et j'ai découvert en venant ici au GEM l'outil ultime pour se protéger du bruit, c'est le casque anti-bruit. Je ne connaissais pas, un des adhérents m'a prêté le sien et quel confort, quelle découverte, quoi. C'est inimaginable comment ça défatigue. On ne se rend pas compte. Moi, j'étais tout le temps fatigué. Je ne me rendais pas compte que c'était le bruit qui m'impactait à ce point-là. Et aujourd'hui, je peux me protéger de ça. Alors, pour les problèmes olfactifs, il y a le pince-nez aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Les doigts, au pire, quand on n'en a pas. Voilà, donc voilà, il y a des objets quand même qui nous permettent de nous protéger, et ça, c'est bien. Et effectivement, mais je vois qu'on a quand même tous à peu près les mêmes astuces. Hein. Le casque anti-bruit, c'est un incontournable. Et peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait être partiellement remboursé. Oui. Le casque anti-bruit, il se procure comment et quel est son prix? C'est très variable. C'est une bonne question. Ça va être long à expliquer. Si je veux résumer, tu peux avoir un casque de chantier tout simple pour pas trop cher, et tu peux avoir des casques extrêmement élaborés pour plus de 300 €. C'est ça. Donc ça dépend. Il faut compter 20 € les premiers prix et 30 € ceux qui commencent à être bien, jusqu'à 300 € ceux qui font de la musique en plus. Et voilà. Et je me permets parce que la roue tourne, enfin le temps tourne, pardon, la roue tourne. Et en fait, c'était pour vous dire que, comme vous avez pu l'entendre, donc les personnes autistes vivent bien dans le même monde que les autres humains, comme vous, mais avec une perception simplement différente. C'est une autre façon de percevoir et de vivre le monde, pas meilleure, pas moindre, mais simplement autre. Et si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller lire le livre « Questions de perception sensorielle dans l'autisme et le syndrome d'Asperger » écrit par Olga Bogdachina, ou encore « L'autisme vu de l'intérieur » de Hilde Declercq. Merci Aurélie pour l'animation de cette table ovale, ainsi que Corentin, Ibrahima et Jérôme. Sans transition, aujourd'hui nous avons un témoignage féminin de cette même Aurélie sur lesquels nous pourrons nous poser des questions spécifiques au féminin. Est-ce que l'autisme au féminin se caractérise de la même manière chez les femmes que chez les hommes? Qu'en est-il du ratio une femme diagnostiquée pour 4 garçons diagnostiqués? Voilà, Aurélie, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ton parcours? Parler de moi, mais évidemment, j'attendais qu'on passe aux choses sérieuses. Donc je parle de moi. J'ai 8 heures pour parler de moi, c'est très bien. Donc vous aurez constaté que je suis pour l'instant, la seule femme autiste présente dans cette émission, et ça n'est pas un souhait effectivement de notre part, mais ça reflète une réalité. Les femmes autistes sont moins facilement diagnostiquées, avec des diagnostics souvent tardifs, comme cela a donc été mon cas. J'ai 41 ans, j'ai été diagnostiquée à 35 ans au CEAA à Niort, le centre d'expertise autisme adulte, suite à un burn-out. Schéma tristement classique, mais qui pourra à l'avenir éventuellement être amélioré. En tout cas, nous ferons toutes et tous ce que nous pouvons pour que cela soit le cas. Et j'avais donc, suite à ce burn-out, décidé de me prendre en main, pour de vrai cette fois-ci, de consulter une psychologue spécialisée en TCC, thérapie comportementale et cognitive. Et c'est elle qui a suspecté, assez rapidement d'ailleurs, qu'il y avait la possibilité de ce qu'elle appelait à l'époque encore le syndrome d'Asperger. J'ai bien des petites questions à te poser d'ailleurs sur la TCC, peut-être on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle a fait en fait concrètement, cette psychologue TCC avec toi en fait comme exercice, ce genre de choses? Elle a changé ma vie, mais c'est pas concret. Alors, il y avait un avantage, c'est que je connaissais déjà le concept de TCC, juste parce que la psycho, d'une manière générale, ça me passionne. Une thérapie comportementale et cognitive, c'est une thérapie dite courte, qui peut durer en moyenne entre 1 an et 2 ans, selon, donc court. Et on pouvait faire des exercices concrets de type... attends, je vais en trouver un. J'en ai bien un qui va me revenir. C'était il y a longtemps quand même. Ça pouvait être... essayer de perdre cette habitude inconsciente que je pouvais avoir à l'époque, donc avant le diagnostic, qui était de me tenir à moi-même des propos désobligeants que je considérais tellement normaux que j'avais la sensation qu'ils n'avaient pas d'impact sur l'image que j'avais de moi. Donc la confiance en soi, tout ça. Et donc, ça pouvait être travailler le fait de repérer les moments dans une journée type
où je disais par exemple, j'ai encore fait tomber ça, au lieu de m'arrêter là, je pouvais dire, je vais mettre des guillemets, navré, bouchez vos oreilles, si vous êtes sensible, je disais, mais je suis vraiment conne, j'ai encore fait tomber un truc. T'es choquée, hein. Et en fait, ça m'a appris à prendre conscience que je faisais ça. Et à partir du moment où je le conscientisais, je me suis rendu compte que je le disais 15 fois par jour et que c'était devenu une habitude. Et donc, une thérapie comportementale et cognitive peut modifier ces schémas-là. En gros. Ouais, très bien. Et donc aujourd'hui, tu as fait beaucoup de chemin en fait, depuis ton diagnostic. Est-ce que tu as pu apporter un nouveau regard en fait, sur ton enfance ? Parce que donc, toi, tu as été diagnostiqué à 36 ans, tu disais ? 35 ans, ouais. Est-ce que du coup, tes 35 premières années de vie, aujourd'hui, tu portes un nouveau regard là-dessus ? Mais ça, c'est parce que j'ai des nouvelles lunettes. J'assume beaucoup plus d'avoir un humour particulier, vous inquiétez pas. Oui, parce que pour moi, ça a été une occasion, ce diagnostic a été une occasion de relire entièrement ma vie, enfin en tout cas depuis mon premier souvenir, avec une grille de lecture complètement différente. J'ai eu cette sensation de renaissance, pour le coup, mais vraiment pas d'un changement, parce que ça n'a pas changé qui j'étais. Ce qui a changé, c'est ma façon de me percevoir, d'assumer complètement qui j'étais et qui je suis et surtout qui je deviendrai. Donc ça a tout changé positivement. Ouais. Super. Et donc aujourd'hui, tu es présidente du groupe d'entraide mutuelle. Tu as aussi animé beaucoup de cafés Asperger à Poitiers. Donc tu es quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît pas mal de personnes autistes ou en tout cas en questionnement. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu vois une différence dans l'expression de l'autisme chez les femmes et chez les hommes, de ton point de vue d'expérience, hein, voilà. Mais oui. La réponse est évidente, oui. Question suivante. Ce qui est observable, il y a énormément de différentes manifestations d'un même critère de diagnostic, et c'est ça que je trouve fascinant et riche, et c'est pour ça qu'on parle de diversité. Par exemple, c'est qu'en fait il y a trop d'exemples, comment j'en choisis un ? Difficulté à faire des choix, on en parlera une prochaine émission. Il y a une tendance observable que les garçons hommes sur le spectre autistique semblent prêter moins d'attention aux propos des autres et à ce qui intéresse les autres, et donc peuvent avoir tendance à beaucoup plus parler d'eux-mêmes, même si on ne les invite pas à le faire. Je pense que c'est en partie lié aux attentes sociales générales qui sont différentes, parfois même inconscientes. On les considère comme étant une norme maintenant. On va plus attendre d'une fille ou d'une femme qu'elle soit sociable, qu'elle ait des amis, qu'elle soit comme ci, comme ça, et peut-être moins d'un garçon ou d'un homme. Ok, donc ça explique en fait pas mal de choses dans la différence aussi peut-être de diagnostic, que les femmes soient sous-diagnostiquées. On remarque aussi au GEM qu'on a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées très tardivement. Absolument. Peut-être plus que les hommes de manière générale. Alors après, nous, on a un point de vue très local, hein, on n'a pas fait d'études générales, mais en tout cas, on observe cette tendance-là. Et puis si on aborde ce sujet, c'est parce que c'est un sujet dont les personnes autistes s'approprient en ce moment beaucoup, cette question du rapport femme-homme dans l'autisme, quoi. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer ça. Est-ce qu'Aurélie, tu as une autre chose que tu aimerais partager avant qu'on lance la musique ? Il y en aurait eu énormément. Je vais juste résumer, même si j'ai déjà dit. Je fais partie, et je ne suis pas un cas isolé, des personnes diagnostiquées adultes, des personnes autistes qui sont épanouies, qui sont très heureuses, plutôt équilibrées. Et je pense qu'on peut tous le devenir. Ça n'est pas une fatalité. On peut être autiste et aller bien. Voilà. Super. Merci Aurélie. Pour ce super témoignage, et tout de suite nous vous proposons une musique de HK sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Tous les chemins que nous avons suivis, tous nos détours nous ont menés ici. Ici ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus, tant de fois nous nous sommes cherchés, tant de fois nous avons cru
que jamais, oh jamais nous pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrasions avec elle, si nous la laissions nous emporter loin des vents mauvais. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. D'une seule chose, soyons coupables d'avoir osé, nous et nos semblables, ouvrir nos cœurs, nos corps et nos êtres à tous ces improbables peut-être. Toutes ces choses inaccessibles pour qui ne croit pas en l'impossible. Si elles étaient là, juste sous nos pieds, si nous n'avions qu'à les ramasser, comme ceux-là qui ont écrit notre histoire, ces âmes rebelles en nos mémoires, au pied du mur qu'ils ont bâti. Saurons-nous relever le défi? Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde, positive et vagabonde? Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Avant qu'aujourd'hui ne s'achève, avant que demain ne nous enlève, profitons de ce voyage sans retour. Le ciel peut bien attendre encore un jour. Nos voix, nos rêves à l'unisson, nos sourires, nos larmes, nos frissons. Ici le temps ne nous est pas compté, en cet instant d'éternité. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Style FM, à Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. Vous êtes de retour à l'antenne de Sur la même longueur d'onde et voici un moment. Un moment qu'on attend particulièrement parce que Jérôme, ce très cher Jérôme, nous a préparé une surprise. Pour commencer, donc Jérôme vient de sortir un nouveau livre, donc si tu pouvais le rentrer, ce serait mieux parce qu'il va prendre froid. On a perdu l'audimateur. Il s'agit du livre Entretien avec un ange chez Il est midi édition. Et donc Jérôme, tu t'es lancé dans l'écriture d'un feuilleton que tu as proposé à des adhérents du GEM TSA de jouer pour sa mise en vie. Donc sans plus attendre, Jérôme, Corentin, Aurélie et Romain à la technique, une production Brual, nous vous proposons Neurorama.
Neurorama. Neurorama. Dans un futur plus ou moins proche, les autistes ont enfin réussi à prendre le pouvoir sur la planète Dir. La planète Dir étant bien sûr la planète Terre rebaptisée, car il est préférable de dire les choses plutôt que de les taire. Les autistes récupèrent alors une planète prête à imploser à cause des non-dits des humains qui préfèrent masquer les problèmes plutôt que de les affronter. Il y a donc urgence pour rétablir la situation. Poitiers est ainsi devenu un haut lieu de l'étude et de l'observation de la neurotypie en France. C'est dans le parc Joseph Chovanec. Le parc Joseph Chovanec n'est autre que le parc de Blossac rebaptisé, parce que les autistes trouvent ça fun de rebaptiser plein de trucs. C'est donc dans le parc Joseph Chovanec, entrée gratuite pour les autistes et pour les personnes dont le QI est supérieur à leur taille, les enfants en général et quelques nains aussi, que l'on retrouve le ponte de la neurotypie en France, le professeur Nicolas Sperger, accompagné de son fidèle assistant Alexis Zoffren, qui passe son temps à lui poser des questions. Épisode 1 de l'importance de toujours dire la vérité. Et professeur, si les habitants de la planète Terre étaient appelés les Terriens, doit-on nous appeler les Diriens maintenant qu'on l'a rebaptisé la planète Dir ? Il est vrai que ça n'est pas très heureux, parce que dire rien pour des gens qui ne veulent rien cacher, c'est un peu bizarre. Mais c'est toujours mieux que terrien, n'est-ce pas ? Cela ne posera pas de problème dans notre monde dans lequel il n'y aura pas d'hypocrisie. L'hypocrisie ? Professeur, c'est quoi l'hypocrisie ? L'hypocrisie, c'est l'art de mentir tout le temps. C'est l'une des spécialités des neurotypiques. Les neurotypiques ? Oui, tu sais, quand les gens classiques qui souffrent d'une déficience chronique de bon sens car trop conditionnés par des tonnes d'influence sociale. Ah, une overdose d'interaction sociale en quelque sorte, ouais. Mais pourquoi tout le temps mentir ? Il est vrai que le mensonge est, pour nous du moins les autistes, un concept particulièrement abstrait, voire même inconnu. La plupart du temps, c'est pour ne pas froisser la susceptibilité de leurs interlocuteurs, pour ne pas les vexer. C'est aussi et surtout pour ne pas avoir à se justifier de ce qu'ils disent. Quand ils mentent, on ne leur pose pas de questions. C'est plus simple. Tu veux du concret ? Du concret ? Oui, un exemple pour que tu comprennes mieux. Ah oui, je veux bien, oui. Alors, imaginons par exemple que deux amis neurotypiques se rencontrent dans la rue. L'un des deux invite l'autre à venir dîner chez lui le week-end suivant. Il répond « Ah, avec plaisir, j'apporterai le dessert ». Alors qu'il pense « Mais jamais de la vie, entre tes enfants qui braillent tout le temps, la cuisine de ta femme qui est infecte, je préfère encore bouffer dans les poubelles du McDo ». Les poubelles du McDo. Ah oui, j'y avais pas pensé à celle-là. Mais un autre exemple un peu plus parlant, si je puis dire, lorsque deux personnes discutent et que l'une d'entre elles viole l'intimité sensorielle de l'autre en rapprochant trop près son univers buccal de sa sphère olfactive, avec les conséquences que l'on peut imaginer, nous autres, on l'interpellerait de la façon suivante. « Ah putain, mon coco !» Rien à voir avec les communistes, il n'y en a plus. « Mais comment tu pues de la gueule, tu refoules grave du bec, c'est une véritable insulte à l'hygiène en général. » Soit tu confonds ta brosse à dents avec la brosse à chiottes, soit tu as un grave problème de foie. À ta place, je consulterai rapidement un hépatologue. Là où un neurotypique aurait répondu « Tiens, prends un chewing-gum ». Un hépatologue n'est pas forcément un médecin épatant, comme on pourrait le penser étymologiquement parlant, mais plus simplement un spécialiste des maladies du foie. Un mec qui pue de la gueule. Et donc ? Et donc, les conséquences sont très graves. En biaisant ainsi la vérité pour ne pas froisser les gens, ils vont conduire le premier au divorce, car à un moment donné, il ne supportera plus ses gosses mal polis ni la popote indigeste de sa femme, et le deuxième n'évitera pas la cirrhose du foie, voire même un bon cancer, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Une jolie pierre tombale dans le cimetière du quartier, ou une immonde urne remplie de ses cendres trônant dans le salon familial. Alors que s'ils avaient eu la chance d'échanger avec un autiste comme toi ou moi, ils auraient perdu un ami, certes, mais il aurait pu éduquer correctement ses enfants, engager une bonne cuisinière et ainsi sauver son couple pour le premier, tandis que le deuxième aurait pu consulter rapidement, soigner son foie et retrouver une haleine fraîche. Cela lui aurait alors permis d'emballer plus facilement et de se complaire peut-être enfin dans un bonheur conjugal sans faille. Et oui, cela tient tellement à peu de choses parfois, mais quand même dire à quelqu'un qu'il pue de la gueule, qu'il refoule du boulot même, c'est quand même source de conflits sérieux, alors que lui offrir un chewing-gum, c'est quand même plus propice à l'ouverture des cœurs pour amorcer la paix dans le monde, non ?
Dans un premier temps, peut-être. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il en aura marre de se faire souffler des fragrances d'égout dans les narines et les chewing-gums risquent de rapidement se transformer en tarte dans la gueule et je te fais pas un dessin pour imaginer la suite. Depuis que les neurotypiques sont au pouvoir, ils ont mené l'humanité au bord du gouffre. Avec nous, ça va changer. Oui, peut-être, mais n'empêche que ce surplus de vérité va forcément créer des tensions dans la population, non ? Entre autistes et neurotypiques, oui, bien sûr. Mais après, lorsqu'il n'y aura plus que des autistes et des classiques reconfigurés, il n'y aura plus de problème, car ils seront à même d'accepter toute vérité. Ah tiens, toi par exemple, si je te dis que tu es un peu limité, qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages et qu'il y a parfois des courts-circuits, tu ne te vexes pas, car tu sais que c'est vrai, et tu es en mesure d'accepter que l'on te parle franchement. Bien sûr, oui, c'est autistique. Il n'y a pas que des avantages, c'est normal. Pourtant, mon père était électricien. Mais tous ces neurotypiques, qu'allons-nous en faire en attendant ? Nous allons les nettoyer de toutes ces tonnes de conditionnements sociaux qu'ils se sont infligés depuis la nuit des temps, afin qu'ils retrouvent la franchise nécessaire à toute société humaine digne de ce nom. Asseyons-nous un instant sur ce banc si tu veux bien. Non, pas celui-là, l'autre. Pourquoi celui-là précisément ? Parce que ce banc est placé là précisément pour être un formidable observatoire de la neurotypie. Regarde un peu autour de toi, les gens dans ce parc, et dis-moi ce que tu en penses. Voyons. Ils passent les uns tout près des autres, mais ils se parlent pas. Ils ne se regardent même pas d'ailleurs. Remarquez, si c'est pour échanger des futilités mensongères du style « Oh, comme il est beau votre petit garçon !» alors que il porte encore des stigmates d'un accouchement difficile et qu'il est vilain comme un pou. Ou encore « Ouah, j'adore ton look, c'est original !» alors qu'un mec simplement vêtu d'un sac en plastique, aurait 10 fois plus de style. C'est vrai qu'il est préférable de se taire. C'est tout à fait ça. Il ne communique plus, et quand bien même il le ferait, ce serait pour sortir des âneries insupportables. Mais que pouvons-nous y faire exactement ? La lobotomie, mon cher. Non, je plaisante. Il faudrait quand même reformater leur cerveau afin d'en faire la crème de l'humanité, des autistes. Nous retrouverons très régulièrement, si vous le voulez bien, nos deux héros, et bien d'autres peut-être, dans leur quête de l'homme idéal, et de la femme aussi. Mais pour l'instant, laissons-les travailler, car il y a du boulot dans le monde de Neurorama. Neurorama, un feuilleton radiophonique du GEM 86, Nacre en ciel, d'après une idée originale de Jérôme Brual, avec Aurélie Gaillou dans le rôle du professeur Nicolas Asperger, Corentin Boucherie dans le rôle de l'assistant Alexis Zoffren, Jérôme Brual dans le rôle du narrateur, la petite voix dans votre tête, Romain Goulon à la technique et au montage. Diffusé par Radio Style FM pour l'émission Sur la même longueur d'onde, quand les autistes surfent sur les ondes. Sur la même longueur d'onde. Nous sommes de retour à l'antenne avec toi, Jérôme. Merci beaucoup de tous les rires que nous venons d'avoir pendant qu'on écoutait ce premier épisode. En quelques mots, Jérôme, est-ce que tu voudrais nous dire ce qui t'a donné envie d'écrire en fait cette série de feuilletons ? Le leitmotiv est effectivement le mot rire. Il faut considérer ce petit feuilleton comme un feuilleton humoristique pour décaler ce monde parfois trop triste et austère. L'idée m'est venue dans un premier temps lorsque est née cette idée d'émission. Mon idée était de proposer une chronique régulière pour nous présenter, nous les autistes, au monde classique, sous forme de chronique. J'ai trouvé l'idée plutôt bonne au début, et puis je me suis dit que ça pouvait être un peu rébarbatif, monotone, voire même chiant. Soyons clairs. Et l'idée du feuilleton m'est venue, comme la plupart de tous mes écrits, j'ai l'impression parfois d'être guidé. Et l'idée de ce feuilleton m'est venue, et puis l'écriture a suivi très rapidement. J'ai proposé le projet à nos amis du GEM qui ont adhéré
autant que nous sommes adhérents. Et du coup, voilà, c'était parti, les rôles ont été distribués, et il y en aura d'autres si vous nous permettez d'autres diffusions. Voilà, je pense qu'il faut pas s'offusquer, c'est peut-être un peu rude parfois pour les neurotypiques, mais c'est du 2e, 10e, 100e, 1000e degré, il faut juste en rire. Ah oui, c'est ce qu'on a fait. Merci encore, Jérôme. On peut t'applaudir, mais comme ça fait trop de bruit, on applaudit sans que vous le sachiez à la radio. J'espère juste que le projet plaira à Style FM et puis à tous ses auditeurs. Ouais. S'il vous plaît, à nous déjà, c'est déjà ça. Ouais, carrément. Moi, j'ai adoré. J'ai très bien aimé le concept. Et franchement, il y avait une petite touche humoristique qui ne m'a pas déplu. Ouais, très bien. Ah bah, Ibrahima, tu prends la parole et ça tombe bien puisque nous faisons la transition dès maintenant. Voici le temps de l'éphéméride de Monsieur Ibrahima. Donc Ibrahima, tu es une personne passionnée d'histoire et de géographie et tu as eu l'idée, nous avons eu l'idée qu'à chaque émission tu puisses nous faire l'histoire de la date du jour. Aujourd'hui nous sommes le 25 octobre. Pourrais-tu nous dire ce qui s'est passé dans les années du 25 octobre ? Effectivement, d'abord je voudrais préciser quelque chose. Ça va se dérouler comme ça, chaque mois, je vous aurai une date, à chaque date, je vous dirai ce qui s'est passé exactement le jour de cette date, avec une petite anecdote si j'en trouve une. Sinon, je vous dirai normalement ce qui s'est passé le jour de cette date anniversaire. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024. Nous allons commencer. Le 25 octobre de l'an 1131, nous sommes donc au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui a succédé à l'Antiquité. Le roi de France de l'époque, qui est régné en 1131, s'appelle Louis VI. On a surnommé le Gros parce qu'il était fortement obèse et assez corpulent. Et il avait fait sacrer, couronner, son fils cadet à Reims par le pape Innocent II. Et son fils cadet s'appelait le prince Louis de France, le futur roi de France, Louis VII le Jeune. 1120-1180, parce que le fils aîné de Louis VI le Gros, le prince Philippe de France, était né en 1116 et il mourut en 1131. Mais il était mort d'une chute de cheval le mardi 13 octobre de cette même année 1131. Le prince Philippe de France se trouvait à Paris, près d'un marché, et un porc s'était échappé d'un enclos et se rua sur la monture du prince. Son cheval se cabra et le prince tomba de cheval et mourut. Voilà ce que je peux vous dire pour le 25 octobre 1131. D'accord. Et ce roi, en l'occurrence, je crois qu'on le voit dans un film assez connu, non ? Oui, c'est ça. Si vous connaissez le film de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, sorti en 1993, l'action se situe dans le royaume de France en 1123 et Louis VI le Gros est roi de France en 1123 au début du XIIe siècle. Il est mort le dimanche 1er août 1937, notre dysenterie. C'est le prince Louis qui est devenu Louis VII le Jeune après sa mort. Ok. Maintenant, nous allons faire un petit bond dans le temps pour nous retrouver en 1415. Mesdames et messieurs, auditeurs du GEM, nous sommes en 1415, toujours au Moyen-Âge, même si c'est la fin, on est au début du XVe siècle. Nous sommes le vendredi 25 octobre 1415, durant la guerre de 100 ans qui a opposé les Anglais à nous Français. Henri V de Lancastre, roi d'Angleterre, avait succédé à son père, le roi Henri IV de Lancastre, sur le trône de Londres le lundi 20 mars 1413, et souhaite reconquérir les territoires perdus sur le continent par ses prédécesseurs. Il débarque en Normandie le mardi 13 août 1415, pendant que le roi de France, Charles VI le Fou, attend de rassembler son armée pour l'affronter. L'Ost, c'est l'armée royale, élevée. Quand le roi de France fait chercher l'oriflamme, l'étendard, le fameux gonflement rouge à Saint-Denis, le fameux Montjoie dont on parle dans le film Les Visiteurs, le mardi 10 septembre 1415, le roi d'Angleterre
dont l'armée, après une campagne de marche épuisée par la mauvaise saison, affronte entre Azincourt et Tramecourt l'armée du roi de France le vendredi 25 octobre 1415. Les chevaliers français, engoncés dans leurs lourdes armures, sont criblés de flèches par les archers gallois et tombent de leur monture. Les coutilliers égorgent des chevaliers français incapables de se relever. Cette défaite, une des plus grandes, des plus pires de l'histoire de notre pays, plus de 7000 morts, a pour conséquence de voir toute la fine fleur de la chevalerie française se faire saigner. Les conséquences sont immenses. Henri V, roi d'Angleterre, entreprend la conquête de la Normandie à partir du dimanche 1er août 1417. La ville de Rouen tombera entre ses mains après un long siège, le jeudi 19 janvier 1419. Le roi de France Charles VI, au traité de Troyes, le mardi 21 mai 1420, reconnaît le roi d'Angleterre comme son héritier à la tête du royaume de France et lui donne en mariage une de ses filles, Catherine de Valois, dont le célébration du mariage a lieu le dimanche 2 juin 1420. Le duc de Bourgogne s'allie au roi d'Angleterre le 2 décembre de la même année 1419, après l'assassinat de son père Jean sans peur, duc de Bourgogne, au pont de Montereau, le 10 septembre de cette même année 1419, en présence du dauphin Charles de Valois, futur roi de France Charles VII, le propre fils de Charles VI, 1403-1461, qui est déshérité. Les Anglo-Bourguignons possèdent alors toutes les terres au nord de la Loire. Voilà ce que je peux vous dire pour la bataille d'Azincourt du vendredi 25 octobre 1415. Merci Ibrahima. Voilà quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 600 ans. Oui, c'est cela. Et pour finir, il me semble que tu as préparé la date de 1722. Oui, c'est ça. C'est l'Ancien Régime. Louis XIV vient de mourir. C'est son troisième petit-fils Louis XV qui lui a succédé. Et comme vous le savez, chaque roi de France est sacré à Reims. Alors, quand Louis XV monte sur le trône, il n'a que 5 ans. Il est trop jeune pour être sacré. Et il a une régence qui est dévolue au neveu de Louis XIV, Philippe de Bourbon, duc de Chartres puis duc d'Orléans. Et le régent a voulu faire sacrer le roi à Reims. Louis XV, se nommé le bien-aimé, est sacré en la cathédrale de Reims sous le règne du Saint-Père, le pape Michelangelo dei Conti, autrement dit Innocent XIII. Quand Philippe de Bourbon, duc de Chartres et duc d'Orléans, régent du royaume de France et de Navarre, j'ai une petite anecdote à vous apporter. Les Champenois, les habitants de la région Champagne, mais à l'époque on dit province de Champagne. Les Champenois avaient demandé au régent que le sacre ait lieu en octobre, car initialement il était fixé en septembre. Or, comme vous le savez, le mois de septembre, c'est le mois des vendanges en Champagne. Et les vendanges les Champenois avaient pour que leurs vignes... excusez-moi. Je vais bafouiller un petit peu. Or, le mois de septembre, en Champagne, c'est le mois des vendanges. Et les Champenois avaient peur que leurs vignes soient saccagées par l'arrivée des provinciaux venus à Reims pour le sacre, ainsi que les sujets des pays étrangers et les soldats du roi de France et de Navarre. Voilà ce que je peux vous dire pour le sacre de Louis XV, qui normalement devait se tenir en septembre 1722, mais les Champenois ont demandé au gouverneur, au régent du royaume de France, que le sacre soit en octobre, que le sacre soit différé pour éviter que leurs vignes soient saccagées par les provinciaux venus à Reims pour le sacre, ainsi que les soldats et les sujets des autres pays étrangers d'Europe qui seraient venus à Reims pour le sacre. Ça aurait détruit leur récolte, leur vigne. Voilà ce que je peux vous dire pour le sacre de Louis XV le dimanche 25 octobre 1722. Merci beaucoup Ibrahima d'avoir été très clair et de nous avoir présenté ta passion pour l'histoire, notamment aujourd'hui en ce qui concerne les journées des 25 octobre. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1. Sans transition, nous voici maintenant pour les actualités du GEM. C'est tout nouveau au GEM, nous sommes ravis de pouvoir faire ce projet-là.
En effet, nous passons à la radio sur Style FM. Nous sommes contents de ce projet et vous pouvez venir nous écouter tous les derniers vendredis du mois à 15h. Oh, les gens qui nous écoutent doivent être ravis d'apprendre ça. J'en suis certaine. Dernière nouvelle, le festival Place ton jeu a eu lieu début octobre. Nous y étions et nous étions ravis de voir une équipe qui avait préparé une salle adaptée pour des besoins sensoriels spécifiques et sur laquelle nous avons rencontré la Ligue des Guerriers Pictaves, en fait, qui est une association, enfin c'est un club de jeux de figurines et de plateaux où Olivier, un bénévole, nous a permis de faire une partie de 3 heures où Maël, un de nos adhérents, a balancé des bombes partout. La présidente et adhérente du GEM que vous avez entendu aujourd'hui, Aurélie Caillou, a une chaîne YouTube qui se nomme d'Aurélie Saffol, exactement. Où elle fait des podcasts dessus avec plein de sujets, plein de thématiques très intéressantes, comme les émotions, la fatigue sociale. C'est génial, allez l'écouter. Donc on tape sur YouTube d'Aurélie Saffol avec 3F et on peut retrouver tout ça. Au mois de novembre, le GEM TSA va aller proposer une sensibilisation à l'autisme auprès de Destia, en fait, qui est un service d'aide à domicile pour leur permettre de mieux considérer, de mieux comprendre le fonctionnement particulier des personnes avec autisme. Donc voici une des choses sur lesquelles le GEM est engagé. Le GEM est aussi très engagé dans l'accueil de volontariat de personnes en service civique. En effet, le samedi 2 novembre, nous allons accueillir Thomas, qui est un jeune adulte autiste, qui va venir donc faire ce volontariat service civique au sein du GEM pour une durée de 8 mois, il me semble. Il est très motivé pour découvrir le métier d'animateur. Nous avons hâte de l'accueillir très prochainement. Voilà, on l'entendra peut-être à la radio une des prochaines éditions, s'il le souhaite. Ensuite, fin novembre, donc le jour précédent la prochaine émission de novembre, qui aura lieu le 29 novembre, donc le jeudi 28, Aurélie et moi-même allons aller à Bordeaux pour un très grand rassemblement hip-hop, en fait, qui est un rassemblement où notamment beaucoup de GEM vont aller, où il sera question de père et danse, il sera question de la manière dont le GEM a pu être conçu par Aurélie, concernée par l'autisme. Pour ma part, pour finir, demain, nous sommes donc le samedi 26, merci, j'avais plus la date. Demain matin, nous accueillons des personnes autistes pour parler d'autisme avec ses proches. Donc les personnes peuvent venir avec leurs amis, les parents, la famille, etc. pour pouvoir parler, expliquer ce que l'autisme, pour que les proches puissent mieux comprendre ce que c'est. Et l'après-midi, nous avons un café Asperger qui est ouvert à toute personne qui veut venir découvrir l'autisme, où nous passons du bon temps, le GEM offre le café, vous pouvez également ramener de quoi manger et de quoi boire. C'est un moment convivial qui est cool à venir découvrir. Merci Amandine pour ce point d'actualité. Ensuite, dernière séquence de l'émission, nous allons passer aux questions des auditeurs. Question des auditeurs. Waouh, tu fais super bien le chat. Merci. Comme la première fois, vous avez été très très nombreux à ne pas nous envoyer de questions, donc nous avons décidé encore une fois de les inventer nous-mêmes. Merci Manu. Donc nous retrouvons la rubrique de la question des auditeurs qui n'en est pas vraiment une. Avec notre première question du jour, nous employons à travers l'abréviation TSA, donc le terme de spectre autistique. Qu'est-ce que ça représente exactement? Aurélie, tu aurais quelque chose à... Mais pourquoi moi? Ah ben... Tu l'as bien cherché. Je sais pas, on est transparent, on fait tout le temps. Non, si quelqu'un veut prendre la parole à ma place, ça me va aussi. Moi, j'avais une idée très naïve. Super. Sur cette idée de spectre. En fait, quand j'ai découvert l'autisme, il m'est apparu en fait que l'autisme était vraiment varié et qu'il y avait une multitude de cas. Et pour moi, le spectre, justement, c'était le faisceau qui balayait un petit peu tous ces différents autismes et ces différents autistes. Ce n'est pas du tout ça. C'est une image, je trouve assez fidèle, notamment parce que on s'en est servi aussi pour la création du nom de l'association. J'aime Nacranciel. Pas du tout. Un peu quand même. Oui.
Fallait que je réponde à ça? Bien sûr. Il n'y a pas de question. Mais si, le gemme nacre-en-ciel qui s'inspire Pourquoi de nacre-en-ciel l'arc-en-ciel avec le spectre lumineux qui représente la diversité. Du coup, tu viens de répondre et c'est parfait, nickel. C'est les questions et les réponses, Corentin. Non, puis nacre, c'est pour faire un petit jeu de mots donc effectivement avec arc-en-ciel, et comme tout ce qui est nacré est irisé et représente aussi une diversité de couleurs, etc., des nuances, je trouve que tout allait très bien ensemble. En gros. Donc vous avez bien compris, spectre n'a rien à voir avec Halloween. Rien du tout. Pas pour l'instant. Ou organisation tentaculaire. Très bien, question numéro 2, une question qui revient d'ailleurs souvent. Comment parler de son autisme à notre entourage sans que cela soit pris comme une excuse à notre comportement? Vaste sujet. Quelque part, je peux répondre et en même temps, je ne suis pas vraiment concernée. C'est qu'en fait, j'ai observé ces comportements-là et puis les gens me questionnent souvent et me posent cette fameuse question-là parce qu'on peut souvent entendre que quand on explique ou qu'on parle d'un diagnostic, en l'occurrence de l'autisme, il peut y avoir des personnes qui connaissent mal le sujet et qui ont par réflexe peut-être, je ne sais pas dans leur tête, de dire oui non mais attends c'est une excuse, avant t'étais pas comme ça, fais un effort, etc. Comme c'est un handicap dit invisible, en tout cas pour les personnes qui ne regardent pas ou qui ne savent pas quoi regarder, ça peut être compliqué pour certaines personnes de faire leur un peu coming out autistique. Pour ma part ça m'est pas arrivé. Dans le sens où j'ai tendance à dire aux gens, à expliquer que je suis une personne autiste et que ça n'est pas une justification mais une explication de quelque chose qui fait partie de moi, comme beaucoup d'autres choses font partie de moi. Peut-être que la façon de le dire, je ne sais pas, modifie la perception que les gens ont de la chose. Absolument, Aurélie. Moi, avant d'être diagnostiqué, je disais... Jérôme, tu es incompréhensible, et maintenant que je suis diagnostiqué, je dis les neurotypiques ne comprennent rien. Voilà, donc comment travailler la confiance en soi? Pour ma part, j'ai une démarche un peu différente de celle-ci. En général, c'est pas ce que je mets en avant en premier lieu quand je participe à une activité commune dans un groupe, dans mes activités diverses. En général, j'attends qu'une situation se présente qui est du tenant de l'autisme pour l'expliquer en disant peut-être qu'il y a une difficulté sur ce point-là, et c'est à partir de là que je brode autour de ce fameux coming out dont on parle depuis tout à l'heure. Mais en premier lieu, je ne me présente pas comme autiste dès la première rencontre avec une personne ou un groupe. Je trouve globalement ce que tu as dit intéressant, et particulièrement ce côté j'attends qu'il y ait une difficulté pour en parler, comme si, et je peux me tromper, ça pouvait quand même donner l'image de l'autisme, ce n'est que des difficultés et j'en parle qu'à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ça peut donner un petit peu cette image-là à ton interlocuteur? C'est vrai, je vois bien ce que tu veux dire. En général, oui, il y a ce côté très difficulté égale trouble ou quelque chose qu'il faut justifier ou expliquer, argumenter. Dans le sens inverse, ça serait un peu bizarre de justifier par exemple un intérêt spécifique du style, par exemple moi, mon côté accro à la domotique, à tout ça, dire ah oui j'aime bien la domotique donc c'est en rapport avec l'autisme, c'est un peu particulier de l'aborder sous ce sujet-là. En général, socialement, c'est quelque chose qui vient naturellement, en général, sans la présentation forcée de se définir par un trouble ou par une difficulté. Je ne sais pas si ça a répondu exactement à ta question. Oui, pardon, oui, c'est qu'en fait... que je t'avais posé avant. C'est ça. Non, mais c'est que tout témoignage est légitime. Chacun vit les choses comme il le vit, ça, il n'y a pas de souci. Ce sont nos différences aussi que je trouve enrichissantes entre autistes ou entre autistes et personnes non autistes. Mais... Oui, c'est ça, la diversité. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de mon point de vue, parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je n'ai pas la sens... Enfin, si je veux parler, par exemple, d'un intérêt spécifique comme la musique, je ne vais pas toujours le justifier par l'autisme. Par contre, je vais expliquer ma façon de percevoir la musique, de l'écouter, etc. Parce que c'est mon cerveau autistique qui me fait traiter l'information de telle manière. Donc du coup, je ne justifie pas, mais j'explique. Si la personne a envie d'écouter, du coup. Je veux bien apporter une petite chose, c'est aussi parfois les difficultés qu'on a à raconter son autisme ou pas à son entourage. C'est pourquoi on fait des activités comme Demain Matin, où on permet aux adhérents et leurs proches de venir discuter.
pour légitimiser aussi la parole des adhérents ici. Et la libérer. La libérer, exactement. Et des fois, de pouvoir comparer qu'en fait, on n'est pas seul à vivre des choses de telle ou telle manière. Et je sais que demain matin, il y a aussi des gens, c'est aussi ouvert à des gens qui ne sont pas adhérents au GEM. On a une personne qui nous a appelé tout à l'heure qui va venir, qui elle est une maman d'un jeune de 17 ans et qui se questionne et qui nous a dit au téléphone, en fait j'ai besoin de témoignages pour aussi bien comprendre mon fils. Et du coup c'est touchant, c'est très sympa. Et c'est un travail qui est commun, du coup chacun fait un effort pour se comprendre, c'est beau. Bah ouais, c'est beau, carrément, on est d'accord. Et voilà. Et puis pour parler des partenaires du GEM, c'est aussi via le CCAS de Buxerolles qu'on a pu communiquer autour de ces matins-là, pour que on puisse ouvrir, que le GEM soit aussi ouvert par moment à d'autres personnes au-delà des adhérents. Carrément. Oui, je pense que le mot-clé pourrait être le mot acceptation. Nous, les autistes, on peut avoir aussi du mal à comprendre le monde classique, autant que le monde classique a parfois du mal à nous comprendre, nous les autistes. Donc ce qui relie les deux mondes, c'est l'acceptation. Il faut accepter la différence de l'autre et il y a de la place pour tout le monde. C'est beau, Jérôme, j'aime bien. La tolérance, l'acceptation, c'est top. Ben merci, chers auditeurs, c'est la fin de cette rubrique. N'hésitez pas pour la prochaine émission de nous poser vos questions sur quelle plateforme Manu? Vous pouvez nous poser des questions sur notre mail nacre.en.ciel@gmail.com ou sur notre page Facebook GEM TSA Poitiers. Voilà. Si ça continue, on va finir par appeler cette rubrique la non-question des auditeurs. Et pourquoi pas? Si vous ne posez pas de questions, il n'y a pas de problème, on en a plein à nous poser. Cette deuxième émission Sur la même longueur d'onde touche à sa fin. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Brahima pour... Mais de rien, et j'aurai l'occasion de refaire cet éphéméride, et j'espère que vous aurez des questions à me poser. Je serai ravi d'y répondre sur un domaine que je connais bien, que j'aime bien, et ça me plairait bien d'échanger avec vous et de parler d'histoire ou de géographie, comme vous l'entendez. Et ce sera fun. Merci beaucoup. Merci Jérôme d'avoir participé, d'avoir écrit le feuilleton qui nous a bien fait marrer. Prochain épisode. Ouais. Merci Amandine. Merci à vous. Corentin, Aurélie, merci aussi d'avoir préparé cette émission. Évidemment. On est très contents. Merci à Manu aussi d'animer cette radio. Merci Romain, sans toi c'est impossible. Merci Romain. Voilà. On se donne rendez-vous le vendredi 29 novembre, si je ne dis pas de bêtises, à 15h sur les ondes de Radio Style FM.